T'as déjà remarqué que certaines personnes ont l'air de porter un masque? Comme des surfaces parfaitement polies, derrière lesquelles tu cherches en vain une vraie profondeur, un noyau authentique. Tu leur parles, tu interagis avec elles, mais quelque chose en toi reste étrangement indifférent, voire inquiet. C'est comme si tu tapais sur un mur, peint avec art, et que tu ne sentais que du vide derrière. Se pourrait-il que nous rencontrions dans notre vie quotidienne des personnes qui ont perdu l'accès à leur essence profonde, à ce que le grand psychiatre suisse Carl Gustav Jung appelait le soi, ou qui ne l'ont jamais vraiment trouvé? Et si ce vide n'était pas seulement une métaphore, mais un état psychologique, une sorte de fragmentation de l'âme? Imagine qu'on pose cette question au monde entier. Penses-tu que chaque personne vit en accord avec son moi profond? Les réponses seraient probablement aussi variées et incertaines que celles à la question sur l'âme. Beaucoup répondraient peut-être « oui », par politesse ou par conviction. D'autres hésiteraient, pensant peut-être à leur propre masque ou aux façades des autres. Ce sentiment diffus que beaucoup de gens, peut-être même nous-mêmes parfois, ne vivent pas de manière authentique, qu'ils sont guidés par quelque chose d'autre que leur véritable essence, est un écho provenant des profondeurs de notre inconscient collectif. C'est l'intuition que l'existence humaine est plus qu'une simple fonction. Avant d'aller plus loin, clarifions les choses. Quand on parle ici, inspiré par Jung, d'une sorte d'absence d'âme, on ne parle pas de méchanceté ou de manque d'intelligence. On parle d'un manque d'intégration, d'une aliénation par rapport à son propre potentiel profond, par rapport à soi-même. C'est l'état d'une personne qui est peut-être parfaitement adaptée au monde extérieur, mais qui a perdu le contact avec sa source intérieure. Une personne qui est peut-être guidée par des complexes inconscients ou des attentes sociales, au lieu de suivre son propre chemin vers l'individuation, le processus central de la construction de soi dans la pensée de Jung. C'est un concept subtil mais profond. Et le fait que tu sois ici, que ces questions te préoccupent, est peut-être un appel de ton propre moi à regarder plus loin. Pour comprendre ce phénomène, on doit suivre les traces de Jung dans le paysage fascinant de la psyché humaine, avec ses sommets lumineux et ses profondeurs obscures. Êtes-vous prêt à laisser tomber les masques? Nous allons maintenant nous intéresser au point de vue de Carl Jung sur la structure de notre psyché. Jung ne considérait pas l'être humain comme un être purement rationnel, guidé par son moi conscient, l'ego. Pour lui, la conscience n'était que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se trouvant des profondeurs immenses et inexplorées, l'inconscient personnel, rempli de nos souvenirs oubliés, de nos sentiments refoulés et de nos complexes, et encore plus profonds, l'inconscient collectif. Imagine l'inconscient collectif comme l'héritage psychique de toute l'humanité, une base de données commune de modèles, d'instincts et d'images universelles que Jung appelait archétypes. Le héros, la mère, le vieil homme sage, l'ombre, l'anima et l'animus sont des modèles archétypiques qui influencent inconsciemment nos rêves, nos mythes, nos religions et même notre comportement quotidien. Au centre de tout ce système se trouve l'archétype le plus important, le soi. Le soi n'est pas l'ego, mais le centre global de la psyché, qui aspire à la complétude, à l'intégration de toutes les parties, tant conscientes qu'inconscientes, lumineuses et sombres. Selon Jung, le but de la vie est l'individuation, le processus qui dure toute la vie et qui consiste à se détacher de l'identification inconsciente à des normes ou à des complexes collectifs pour devenir l'individu unique que l'on est par nature. Il s'agit de mettre l'ego au service du soi, d'intégrer les différentes parties de la psyché, y compris l'ombre, et de trouver ainsi une plus grande unité. L'ombre est un aspect crucial de ce processus. Elle représente tout ce qu'on rejette chez nous-mêmes, ce qu'on refuse d'admettre, notre côté obscur. La confrontation avec l'ombre est indispensable à l'individuation, car ce n'est qu'en intégrant ces parties rejetées qu'on peut vraiment devenir entier. Et puis, il y a la persona, le masque qu'on montre au monde, notre rôle social. Elle est nécessaire pour fonctionner en société, mais si on s'identifie trop à notre persona, si on oublie qui on est derrière le masque, on perd le contact avec notre vrai moi.
Et là, on revient à la question de l'absence d'âme du point de vue de Jung. Que se passe-t-il quand le processus d'individuation est bloqué? Que se passe-t-il si une personne se perd complètement dans sa persona et perd le contact avec son moi et son ombre? Que se passe-t-il s'il est submergé par des complexes inconscients ou des énergies archétypales brutes sans les intégrer consciemment? Cela pourrait-il conduire à un état qui, extérieurement, ressemble à une personne qui fonctionne, mais qui manque de profondeur intérieure, de connexion avec son noyau, de âme, au sens du soi intégré? Jung lui-même ne parlait pas directement de personnes sans âme, au sens métaphysique comme Blavatsky, mais sa description des personnes obsédées par des complexes, qui s'identifient complètement à leur persona ou qui sont submergées par l'inconscient collectif, se rapproche beaucoup, sur le plan psychologique, du phénomène de coquille vide. C'est la tragédie de l'individuation ratée. Il s'agit maintenant de mieux comprendre comment un tel vide psychique, un blocage de l'individuation, peut apparaître et se manifester. Imagine la psyché comme un écosystème. Si certaines parties sont ignorées ou réprimées, tout le système se déséquilibre. Une des principales causes de l'aliénation de soi est l'identification excessive à la persona. Dans notre société moderne, qui accorde souvent une grande importance à la réussite extérieure, à l'adaptation et à une image irréprochable, la tentation est grande de s'identifier complètement au masque social. On devient un homme d'affaires prospère, une mère parfaite, un rebelle cool, mais qui est-on vraiment derrière tout ça? Lorsque la persona devient une prison, la vie intérieure se flétrit. On fonctionne, mais on ne vit pas de manière authentique. On perd le lien avec soi-même, avec la source de la créativité, de l'intuition et du sens. On devient une sorte de robot psychologique qui ne réagit plus qu'aux stimuli extérieurs. Connais-tu ce sentiment de jouer un rôle qui ne te correspond plus? C'est un signal d'alarme. Un autre danger est le déni ou la prise de contrôle incontrôlée par l'ombre. Si on ne reconnaît pas et n'intègre pas nos côtés sombres, nos peurs, nos agressions, nos sentiments de jalousie, ils ne disparaissent pas pour autant. Ils continuent d'agir dans notre inconscient et peuvent influencer notre comportement de manière destructrice. Soit on projette constamment notre ombre sur les autres sont toujours responsables, mauvais, incapables, ce qui entraîne des conflits et un manque d'empathie. Ou alors, l'ombre surgit de manière incontrôlable, sous forme de crise de colère, d'addiction ou de comportements autodestructeurs. Une personne dominée par son ombre non intégrée peut également sembler vide et inaccessible, car sa véritable personnalité est enfouie. Elle n'est pas sans âme, mais son âme est prisonnière de l'ombre. En plus, sans connexion consciente avec l'inconscient collectif et le soi, il n'y a pas d'accès aux sources profondes de la sagesse, de la créativité et du sens. On vit alors seulement à la surface, coincé dans le banal, sans sentiment du transcendant, du tout plus grand. La vie devient mécanique, répétitive, sans résonance intérieure. Et c'est là qu'on voit le lien avec le même NPC d'un point de vue jungien. Des gens qui ne suivent pas leur propre chemin, mais qui agissent inconsciemment selon des scripts collectifs, des attentes sociales ou des modèles archétypaux, sans réflexion personnelle, sans conscience. Ils sont comme des marionnettes dont les fils sont tirés par des mains invisibles, les complexes, les parties inconscientes, les normes sociales. Ils semblent y programmés parce qu'ils sont effectivement contrôlés par les programmes de l'inconscient au lieu de prendre les commandes grâce à leur moi intégré. Ce n'est pas une absence métaphysique d'âme, mais une réalité psychologique, la perte du centre individuel dans les tempêtes de l'inconscient et du monde extérieur. Mais comment savoir si nous-mêmes ou d'autres personnes sommes pris dans une telle aliénation? Il s'agit maintenant d'aiguiser notre perception psychologique. Comment pouvons-nous reconnaître les signes d'une individuation bloquée, d'une profonde aliénation de soi chez nous-mêmes ou chez les autres? Là encore, il ne s'agit pas de juger, mais de mieux comprendre les dynamiques psychologiques. Pense au concept de Jung pendant qu'on examine ces signes. Le premier signe est une persona figée et rigide. La personne semble prisonnière d'un masque qu'elle ne peut pas enlever. Les interactions semblent fausses, répétées. Il manque la spontanéité,
la vulnérabilité, la capacité à se montrer authentique. La personne peut être charmante ou réussie, mais il manque la présence tangible d'un véritable noyau intérieur. C'est comme si on interagissait avec une façade, pas avec un être humain. Le deuxième signe, c'est la projection massive de l'ombre. Les gens qui n'ont pas intégré leur propre ombre ont tendance à projeter constamment leurs traits indésirables sur les autres. Ils voient des ennemis partout, critiquent sans arrêt, rejettent la responsabilité de leur propre malheur sur les autres. Ils n'ont pas la capacité d'introspection et d'empathie, car l'empathie exige que nous reconnaissions l'humanité, y compris les défauts, chez les autres et chez nous-mêmes. Une personne qui vit dans une projection constante semble souvent dure, critique et vide intérieurement, car elle évite tout contact avec ses propres profondeurs. Le troisième signe est un manque de vie symbolique. Jung soulignait l'importance énorme des rêves, des mythes, de l'art et des rituels pour la santé mentale. Ils sont le langage de l'inconscient, le pont vers soi-même. Les gens profondément aliénés n'ont souvent pas accès à cette dimension symbolique. Leur vie est purement pragmatique, matérialiste ou intellectuelle. Ils ne savent pas quoi faire des rêves, l'art ne les touche pas, la spiritualité leur est étrangère. Ils ne ressentent pas le lumineux, le mystérieux, ce qui dépasse le purement rationnel. Ce désert intérieur peut se manifester par un sentiment d'absurdité et de vide. Le quatrième signe peut être un engourdissement émotionnel ou des explosions affectives incontrôlées. Les gens qui sont coupés de leur moi ont souvent du mal à gérer leurs émotions de manière saine. Soit leurs émotions semblent figées, et ils apparaissent froids, distants, presque robotiques. Soit ils sont submergés par des émotions brutes et non intégrées, issues de leur inconscient. Accès de colère soudain, désespoir profond, peurs inexplicables. Il manque la force régulatrice et intégratrice du moi. Le cinquième signe est une forte résistance à toute forme de travail intérieur. La confrontation avec l'inconscient, avec l'ombre, avec ses propres complexes, est douloureuse et demande du courage. Les personnes profondément ancrées dans leur persona ou leur mécanisme de défense évitent souvent tout ce qui pourrait les pousser à l'introspection, qu'il s'agisse d'une thérapie, de discussions profondes ou même de simples moments de calme pour se recentrer sur soi-même. Elles se réfugient dans les distractions, l'agitation ou la recherche de reconnaissance extérieure. Encore une fois, ces signes sont des indications de processus psychologiques, pas des jugements définitifs sur la valeur d'une âme. Ils montrent où l'individuation est bloquée. Et la question la plus importante n'est pas « l'autre est-il sans âme ?» mais « où en suis-je sur mon propre chemin vers la plénitude ? Où en est mon individuation ? Es-tu prêt à regarder en toi-même ? Car en fin de compte, se confronter au vide des autres, c'est toujours se confronter à son propre vide potentiel, à ses propres aspects non intégrés. Le voyage de l'individuation, le chemin vers soi-même, est la véritable réponse à la peur de l'absence d'âme. Ce n'est pas un chemin facile, il dure toute une vie, mais c'est le seul chemin vers la véritable authenticité et l'épanouissement. Faisons un petit audit jungien sur nous-mêmes. Prends encore un moment, sois honnête et écoute ton fort intérieur. Première question, comment est ta connexion avec ton noyau intérieur, avec toi-même ? Ressens-tu une guidance intérieure, une intuition de ton potentiel unique et de ton chemin de vie, même s'il ne correspond pas aux normes sociales ? Ou te sens-tu plutôt contrôlé par d'autres, incertain de qui tu es vraiment derrière tes rôles et tes masques ? Deuxième question, comment gères-tu ton ombre ? Es-tu prêt à regarder aussi tes côtés que tu n'aimes pas, tes peurs, tes erreurs, tes pulsions sombres ? Ou as-tu tendance à les refouler, à les projeter ou à te laisser submerger par elles ? Reconnaissez-vous que l'intégrité implique aussi l'intégration de votre part d'ombre ? Troisième question, comment nourris-tu ta vie symbolique ? Prêtes-tu attention à tes rêves ? Y a-t-il des mythes, des histoires ou des images qui te touchent profondément ? Trouves-tu l'expression de ton monde intérieur à travers la créativité, la spiritualité ou le contact avec la nature ? Ou ta vie est-elle principalement axée sur l'extérieur, le matériel, le rationnel ? Ces questions ne sont pas là pour te décourager, mais pour t'inspirer. Chaque incertitude,
chaque hésitation est une invitation à aller plus loin. La bonne nouvelle, c'est que le psychisme aspire naturellement à la plénitude. Le moi nous appelle constamment. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Comment peux-tu favoriser activement ton individuation? Jung nous offre des outils puissants. Prête attention à tes rêves. Ce sont des messages de ton inconscient, pleins de symboles qui peuvent t'aider à comprendre tes complexes et à trouver le chemin vers toi-même. Tiens un journal de tes rêves. Intéresse-toi aux images. Un autre outil est l'imagination active. C'est une technique qui te permet d'entrer consciemment en dialogue avec des personnages issus de ton inconscient, des figures issues de tes rêves ou de ton imagination spontanée. Parle-leur, demande-leur ce qu'ils veulent, ce qu'ils représentent. C'est un moyen de faire remonter à la conscience des contenus inconscients et de les intégrer. Trouve une expression créative. Peindre, écrire, danser, faire de la musique, toute forme de créativité qui vient du fond de toi peut être un moyen de donner une voix à ton inconscient et de te rapprocher de toi-même. Peindre des mandalas, des images circulaires, peut être particulièrement bénéfique, car pour Jung, le mandala est un symbole du soi et de la plénitude, et ose être authentique. Commence à retirer tes masques là où tu te sens en sécurité. Montre ta vulnérabilité. Assume tes valeurs, même si elles sont inconfortables. Chaque pas vers l'authenticité est un pas sur le chemin de l'individuation. Et voici un petit défi dans l'esprit de Jung. Observe tes projections pendant une journée. Chaque fois que tu t'énerves contre quelqu'un ou que tu admires fortement quelqu'un, demande-toi « Quelle partie de moi-même est-ce que je vois actuellement à l'extérieur? Quelle part d'ombre ou quel potentiel inexploité est-ce que je projette? » Écris, travaille sur l'ombre, dans les commentaires, si tu oses te lancer dans cette introspection passionnante. N'oublie pas, le chemin vers une existence animée passe par la confrontation avec sa propre profondeur. On a maintenant examiné la psyché individuelle, le chemin de l'individuation et ses obstacles potentiels. Mais Jung était aussi conscient de l'énorme pouvoir des forces collectives. Que se passe-t-il lorsqu'une société entière rend l'individuation difficile, lorsque des courants collectifs éloignent les gens d'eux-mêmes? Pourrait-il exister une sorte de absence d'âme collective? Regardons notre monde moderne à travers les yeux de Jung. La pression énorme pour s'adapter, l'accent mis sur le matérialisme et la superficialité, la surstimulation par les médias, qui attillent souvent la peur et la division, tout ça peut vraiment entraver le processus d'individuation. Quand le monde extérieur est si bruyant, il est difficile d'entendre la petite voix de son fort intérieur. Quand la conformité est récompensée et l'individualité regardée avec méfiance, il faut un courage énorme pour suivre son propre chemin. Jung a très tôt mis en garde contre les dangers des mouvements de masse et des idéologies qui répriment la pensée et les sentiments individuels. Quand les gens abandonnent la responsabilité de leurs pensées et de leurs sentiments à une foule, à un leader ou à une idéologie, ils perdent leur âme individuelle et deviennent partie intégrante d'une force collective inconsciente et souvent destructrice. On peut aussi voir ici le concept des archontes, ou des forces obscures d'un point de vue psychologique. Il ne s'agit pas forcément d'être métaphysique. Ça pourrait être l'ombre collective de l'humanité, la somme de toutes nos peurs, de notre cupidité, de notre soif de pouvoir et de notre cruauté non intégrée. Cette ombre collective peut être renforcée par les médias de masse, la propagande politique ou les systèmes économiques basés sur l'exploitation. Elle agit comme un champ invisible qui maintient les gens dans des vibrations basses, dans la peur et la séparation, et les empêche de réaliser leur plein potentiel, leur moi. Une société dominée par de telles forces peut en effet sembler sans âme, mécaniste, froide, sans compassion, sans valeur profonde. Les gens fonctionnent peut-être parfaitement dans le système, mais ils ont perdu le contact avec leur humanité, leur cœur, leur moi. Ils deviennent des rouages dans un engrenage, des personnages non jouables, dans un jeu dont ils ne comprennent pas les règles et dont le sens leur échappe. Quel est l'antidote?
C'est le choix conscient de chacun de s'individualiser. Chaque personne qui a le courage de regarder en elle-même, d'intégrer son ombre, d'abandonner ses masques et de vivre de manière authentique contribue à éclairer le champ collectif. Chaque personne qui choisit la compassion plutôt que le jugement, qui recherche la connexion plutôt que la séparation, qui aspire au sens plutôt qu'au profit, lutte contre l'absence d'âme collective. Ton travail intérieur n'est pas seulement important pour toi, il a un impact sur l'ensemble. Les tentations du transhumanisme, l'idée de nous optimiser technologiquement, apparaissent particulièrement critiques sous cet angle. Si on essaie de résoudre nos problèmes par la technologie extérieure sans faire le travail intérieur d'individuation, on risque de perdre définitivement notre humanité. Un être humain technologiquement équipé mais déconnecté de lui-même serait, du point de vue de Jung, la dystopie ultime, une enveloppe parfaite sans noyau. On arrive à la fin de cette exploration psychologique profonde, mais comme pour tout voyage intérieur, la fin n'est qu'un nouveau départ. On a examiné l'idée inquiétante d'êtres humains vides à travers le prisme de Carl Jung, et on a vu qu'il s'agit moins d'une absence d'âme métaphysique que de la tragédie psychologique d'une individuation bloquée, l'aliénation du vrai soi par l'identification à la persona, la domination par l'ombre ou la perte du lien avec la vie symbolique. On a exploré les signes de cette aliénation et compris que le regard le plus important doit être tourné vers l'intérieur. Où en suis-je dans mon propre cheminement vers la plénitude? On a aussi vu comment les forces collectives et l'ombre collective peuvent rendre l'individuation difficile et contribuer à une sorte de absence d'âme sociale. Mais le message essentiel que Jung nous laisse n'est pas un message de peur, mais un message d'espoir et de responsabilité. Le moyen de sortir du vide, la réponse à l'absence d'âme que nous ressentons en nous et autour de nous, c'est le processus courageux et permanent de l'individuation. C'est le choix conscient d'accepter toutes les parties de nous-mêmes, lumière et ombre, de remettre en question nos masques, d'écouter la voix de nos rêves et de notre intuition et de suivre l'appel unique de notre moi. Il s'agit de devenir entier. Choisis-tu la voie de l'adaptation, de la superficialité, du contrôle inconscient par des complexes et des normes collectives? Ou choisis-tu la voie de la connaissance de soi, de l'intégration, de l'authenticité, la voie du soi? Le choix t'appartient, à chaque instant. Si cette perspective jungienne t'inspire, si tu veux t'engager sur la voie de l'individuation ou l'approfondir, laisse le symbole de l'ouroboros ou un papillon dans les commentaires. Symbole de transformation et de plénitude. Voyons combien sont prêts à se lancer dans ce voyage. Partage cette vidéo si tu penses que cette vision plus profonde peut aussi aider d'autres personnes. Et reste curieux, car dans la prochaine vidéo, on pourrait examiner de plus près comment travailler concrètement avec sa propre ombre ou comment décoder le langage des archétypes dans la vie quotidienne. Tu trouveras ci-dessous des liens vers d'autres ressources sur Jung et l'individuation. Merci pour ton temps et ta volonté d'aller plus loin. Souviens-toi des sages paroles de Jung qui peuvent nous guider. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ton éveil commence maintenant.